Bonjour, bienvenue sur le réseau Expert Alia. Donc, je me présente un peu plus. Moi, je suis avocat fiscaliste au barreau de Paris, spécialisé donc en fiscalité, et on fait beaucoup d'expatriation fiscale vers toutes les destinations du monde. On fait quasiment partir 2 à 3 résidents fiscaux français par semaine à l'étranger. Alors, beaucoup vers Israël, mais pas que par Israël, ce qui permet d'avoir une vision vraiment très globale de la problématique, puisque les sujets dont on va parler, le sujet dont on va parler ce matin, c'est un sujet qu'on retrouve dans pas mal de conventions fiscales. Alors, pourquoi faire un thème uniquement sur comprendre les règles de la résidence fiscale? Première particularité, lorsque je rencontre mes clients qui sont entre la France et Israël ou qui sont en cours de réflexion, ils sont totalement déstabilisés et ils pensent qu'une fois en Israël, ils n'auront plus rien à faire et à régler avec la France. Or, c'est totalement faux et il y a une très mauvaise compréhension de la résidence fiscale. Or, ce qu'on va voir ce matin, c'est que la notion de résidence fiscale, c'est quand même la pierre angulaire de la fiscalité du non-résident. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer où vous allez payer vos impôts. Alors, moi, résident fiscal français, je peux être amené à payer de l'impôt en Israël si, par exemple, j'ai un bien immobilier et je le donne en location. Pour autant, je ne serai pas résident fiscal. Par contre, si je suis résident fiscal français, au regard de la convention franco-israélienne, la France peut m'imposer sur tous mes revenus et mon patrimoine dans le monde entier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de la détermination de la résidence fiscale, l'État où vous vous trouvez va pouvoir dire « je vous impose » de manière principale et sur la totalité de vos revenus. Alors après, on aura des distinctions dans le cadre de la convention fiscale. Je vous donne un exemple. Par exemple, je prends l'exemple du bien immobilier acquis à Tel Aviv et qui va être donné en location. La fiscalité sera d'abord payée en Israël et l'impôt payé en Israël pour un résident fiscal français sera déductible de l'impôt français et il l'annulera d'ailleurs totalement. Et donc, le contribuable français qui a un bien en Israël ne paiera que des contributions sociales sur les loyers de source israélienne. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de voir la problématique de la résidence fiscale et donc de savoir où vous allez vous faire imposer à l'avenir. Règle très simple, vous voulez partir vivre en Israël, il faut vous interroger sur la notion de résidence fiscale. Alors, cette phrase est volontairement provocatrice parce que on a quoi aujourd'hui? Quand on part vivre, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va transférer sa résidence fiscale. Et moi, je me retrouve avec des personnes qui vivent 11 mois par an en Israël et qui me disent bah, je suis très bien et je continue à être résident fiscal français. Non, ça, c'est une anomalie. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus la même analyse que ce qui se passait dans le passé. Aujourd'hui, on a la carte bancaire, le téléphone portable qui est le meilleur des mouchards. Et puis, on a même un nouveau qui est utilisé par l'administration fiscale française. Alors là, il l'adore. C'est Amadeus. Amadeus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la centrale mondiale de réservation des vols aériens. Il se trouve que c'est une société française. Donc, dès que l'administration fiscale a un doute sur une résidence fiscale, il faut un droit de communication auprès d'Amadeus pour savoir quels sont les billets d'avion qui ont été utilisés par les personnes. Donc, ne pensez pas que Internet et les échanges de communication n'ont que des avantages pour vous. Ça a aussi un certain nombre d'avantages pour l'administration fiscale. Et dernier point à ce sujet-là, on sait aujourd'hui, et moi on me l'a utilisé un certain nombre de fois dans des redressements fiscaux, et l'administration fiscale utilise les réseaux sociaux. Donc quand sur un réseau social ouvert, attention, je parle bien de réseau social ouvert, on vous voit en permanence à l'étranger, ça fait partie des indices. Alors on va rentrer maintenant sur la problématique de droit liée à la convention fiscale franco-israélienne. La résidence fiscale est définie par l'article 4 de la Convention. Et vous allez voir qu'on va retrouver des aspects plutôt classiques qui sont aussi ceux du droit interne français. Donc,
Le premier élément dont on vous parle dans la convention fiscale, alors je vous les ai mis en gras parce que vous allez voir que c'est des fois un peu compliqué à lire ou c'est un peu alambiqué, c'est le foyer d'habitation permanent. C'est quoi le foyer d'habitation permanent? C'est le foyer où vous êtes censé y vivre de manière permanente. Alors, censé y vivre de manière permanente, ça veut dire que lorsqu'on a un doute, et notamment moi en France pour certains de mes clients, on fait constater par un huissier qu'il n'y a pas de meubles et donc on ne peut pas y vivre de toute façon de manière permanente et que ce n'est pas un foyer d'habitation. Parce que pour que ce soit un foyer d'habitation, faut-il qu'il soit meublé. Ça, c'est le premier critère. C'est souvent le critère qui pose pas trop de difficultés parce que généralement, les personnes se retrouvent avec un bien d'habitation en France et puis un bien d'habitation en Israël. Donc, on va passer au critère, on va dire, plus intéressant, celui des liens personnels et économiques, ce qu'on appelle le centre des intérêts vitaux. Alors, en réalité, c'est le critère essentiel que regarde l'administration fiscale. C'est-à-dire, quels sont vos liens personnels et économiques avec la France? Alors, on n'a pas les mêmes liens si on se trouve avec des personnes qui sont retraitées, donc qui a du revenu principalement d'Israël, mais ce que moi j'appelle du revenu passif, puisque leur revenu il n'est pas lié à une activité présente, il est lié à une activité passée, et donc c'est juste à ce titre-là qu'ils ont une source de revenus. Et puis, on va distinguer ceux qui font ce qu'on appelle l'Alia Boeing, c'est-à-dire qui vivent en Israël mais travaillent en France. Et effectivement, eux, c'est principalement eux que l'administration fiscale arrive à viser et vise pour remettre en cause la résidence fiscale. Alors, on va détailler après, hein, mais quand on va un peu plus loin, on vous parle du séjour de façon habituelle. Alors, c'est ce qu'on appelle la durée du séjour et c'est la fameuse traduction faite par les journalistes et dans l'esprit de chacun, les 180 jours. Alors, c'est une construction totalement artificielle, les 180 jours. Je pourrais avoir une personne qui reste 130 jours en France ou 120 jours et qu'elle soit considérée comme résidente fiscale française. Et je vais même aller plus loin. On a eu une décision en 2020 du Conseil d'État concernant un résident fiscal à Madagascar qui n'était pas venu en France depuis des années, mais comme il avait toutes les sources de revenus de sources françaises, il a été requalifié comme résident fiscal français. Dernier élément, Darmanin, juste avant que la crise du Covid commence, en novembre 2019, avait indiqué que pour lui, pouvait être considéré comme un résident fiscal français, quelqu'un qui passait même 5 mois en France. Donc, alors, il se trompait parce que ce n'est pas aussi simple et il y a un certain nombre de faisceaux d'indices à regarder et il peut avoir des raisons de santé, il peut avoir pas mal d'autres éléments. Le quatrième critère, c'est la nationalité. Alors, par définition, on ne le regarde jamais. Donc, si on reprend les critères dans l'ordre, le foyer d'habitation, le centre des intérêts économiques, le séjour, la durée du séjour, puis la nationalité. Et on explique que si on a des accords entre les administrations fiscales, eh ben, ça va se traiter entre elles dans le cadre d'une négociation. Alors, avec Israël, c'est relativement rare, mais pour avoir assisté à un certain nombre de négociations avec des pays étrangers, ben, vous vous retrouvez dans un consulat avec les autorités fiscales françaises et les autorités fiscales du pays, puis ils découpent 2-3 années en se disant « est-ce que vous étiez bien résident dans tel ou tel pays ?» Alors, c'est un sujet relativement classique, mais où la Convention vient vraiment vous protéger. Sauf qu'on a une spécificité et une problématique avec la Convention fiscale avec Israël. Il s'agit de la rédaction de l'article 4.1. Par exemple, le Portugal a le même régime d'exonération, même s'il a été un peu durci sur les retraites, qu'Israël, sauf qu'il n'y a pas cette disposition de l'article 4.1. Que dit l'article 4.1? Il explique comment s'applique la convention fiscale et quelle est la notion de résident d'un État contractant. Car pour bénéficier d'une convention fiscale, il faut démontrer
qu'on est résident fiscal d'un des deux pays. Et il y a une exception, je vous l'ai inscrite en gras. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source situés dans cet État ou pour la fortune qui est située. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bénéficier de la Convention, à contrario, il faut être imposé dans un État sur ses revenus mondiaux. Alors, je reprends mon exemple. Je suis imposé en France sur mes revenus mondiaux en qualité de résident fiscal français. Le problème, c'est que la personne qui fait son alia en Israël, elle n'est pas imposée sur ses revenus mondiaux pendant 10 ans, puisqu'elle n'est imposée que sur les revenus de source israélienne. Et donc, cet article permet à la France de contester, alors dans des cas plutôt rares, mais de contester la résidence fiscale de certaines personnes qui ont fait leur alia en Israël. Alors, il n'y a pas de volonté de la France de faire aujourd'hui des redressements de manière groupée. On est vraiment au cas par cas, en fonction principalement du patrimoine ou de problèmes liés à des plus-values ou à des distributions de dividendes. C'est souvent sur ces sujets-là qu'on retrouve une remise en cause de la résidence fiscale. Et donc, du droit d'utiliser et de se protéger au regard de la convention fiscale. Alors, pourquoi il est gênant de ne pas bénéficier de la convention fiscale? Le mécanisme que je viens de vous expliquer pour l'article 4, ce sont des règles qu'on va aller voir de chaque côté de la Méditerranée. Premier exemple, le foyer d'habitation. Vous avez fait votre alia ou vous êtes résident fiscal israélien, puis vous avez un foyer en France, un foyer en Israël et un foyer en France. On va donc passer au deuxième critère. Et puis, sur les liens personnels économiques, le centre des intérêts vitaux, on va se rendre compte que vous n'avez pas de revenus de source française. Vous n'avez que des revenus de source israélienne ou autre. À ce moment-là, on va considérer que vous êtes résident fiscal et on ne va pas aller étudier les critères qui se trouvent après, notamment celui de la durée du séjour. Ou par exemple, si vous aviez qu'un foyer d'habitation en Israël et pas en France, on n'irait pas plus loin pour regarder quel est le centre des intérêts vitaux. Or, si vous ne bénéficiez pas de la protection de la convention fiscale, vous allez vous retrouver à être contraint d'appliquer les dispositions de l'article 4b du Code général des impôts. Or, l'article 4b du Code général des impôts, il donne une définition, on va dire alternative, puisque vous allez voir, il suffit de remplir une des conditions posées par cet article pour être considéré comme résident fiscal français. Quelles sont les conditions? Alors, on retrouve un peu les notions de tout à l'heure. On parle d'abord du foyer ou du lieu de séjour principal. Donc, on parle bien du foyer ou du séjour principal. Et quand on parle du séjour principal, on entend ça aussi par la durée. On parle bien de l'activité professionnelle. Alors, avec une disposition un peu particulière qui concerne les dirigeants d'entreprises qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une disposition qui a été rajoutée en 2020, semble-t-il, et qui a été faite pour éviter qu'on ait des dirigeants d'entreprises en France qui ne soient pas imposables alors que leur société se trouvait à l'étranger. Et puis, on a le centre des intérêts économiques. Donc, vous voyez bien que si vous êtes sous le régime de l'ALIA et vous êtes sous les feux de l'administration fiscale, ils vont vous ressortir l'article 4b du Code général des impôts et donc signifier qu'au regard de l'application du droit interne, le droit conventionnel ne pouvant pas s'appliquer, vous êtes considéré comme résident fiscal français. Et qui dit résident fiscal français signifie qu'on va vous imposer à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur la fortune, sur la totalité de vos patrimoines français, mais aussi mondial, à l'impôt sur le revenu sur vos revenus mondiaux. Or, il faut bien comprendre qu'on a une application pratique et jurisprudentielle évolutive. Je m'explique. On a déjà eu
Alors, pas sur le cas spécifique d'Israël, hein, on l'a de manière générale depuis, on va dire, quasiment 5-6 ans, des décisions qui suivent ce raisonnement de remise en cause de la résidence fiscale lorsque le résident n'est pas imposé sur ses revenus mondiaux. Donc, aujourd'hui, ça ne fait aucun doute que la jurisprudence existe. Maintenant, l'administration l'utilise au cas par cas. Alors, où moi, je l'ai vécu et je le vois, et je le conteste hein, d'ailleurs, puisqu'on a quand même des moyens de contourner ces principes-là, c'est souvent pour les personnes qui, au cours d'une année qui suit ou qui suit les 1 ou 2 ans, au cours des 10 ans, font une grosse plus-value en France et par un système, notamment lorsqu'ils ont moins de 10% de la société, ils se trouvent être sortis de l'exit tax ou avec un tout petit exit tax et on va avoir des personnes qui vont avoir pas du tout d'impôt en France. Et donc, c'est un moyen de rattraper ces personnes-là. C'est aussi un moyen de rattraper les personnes qui ont des patrimoines immobiliers extrêmement importants. Alors, on parle de patrimoine souvent supérieur à 20 ou 30 millions d'euros. Hein. Et puis d'autres cas, notamment avec des grosses distributions de dividendes provenant de holdings françaises. Et alors là, on parle de sujets, moi j'ai vu des sujets à partir de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas obligatoirement extrêmement important. Hein. Donc, maintenant, je n'ai pas de client retraité qui a été visé par l'administration fiscale, même avec des patrimoines importants, au regard de ces dispositions-là. Alors, ça ne veut pas dire que l'administration ne viendra jamais, car souvenons-nous que nous sommes sur une période de pandémie et que depuis 2 ans, on va dire, l'administration fiscale est quand même, dans le cadre des contrôles, nettement au ralenti. On a moins de contrôles et la durée des contrôles est beaucoup plus longue. Donc, on n'a pas la même approche de la part de l'administration fiscale, mais il est vrai que juste avant le Covid, quand Darmanin répond, avant d'être ministre de l'Intérieur, hein, il était ministre du Budget, quand il répond sur les non-résidents, il explique lui-même que c'est une niche. Il donne l'exemple d'une quarantaine de contribuables qui ont été requalifiés en résidents fiscaux français, et il explique que ces 40 contribuables ont ramené 50 millions d'euros en termes de redressement fiscaux. Alors, ce qui est important, mais ce qui n'est pas obligatoirement des sommes mirifiques, on n'est pas sur des cas exceptionnels. Hein. Donc, il faut bien, lorsqu'on décide de faire son alia, lorsqu'on pense qu'on est dans une problématique à risque, il faut consulter. Et il y a des moyens de contourner ou des moyens de solidifier la résidence fiscale israélienne, notamment au regard d'activités déclarées et imposées en Israël. Nous, on travaille beaucoup sur ces aspects-là pour protéger nos clients, mais basiquement, et je vois des clients venir de tous les horizons, n'importe quel avocat fiscaliste français qui fait de la fiscalité internationale, sans connaître plus Israël qu'un autre pays, à la lecture de la Convention, vous dira « Attention, pays à risque au regard du régime de l'ALEA ». Alors, il ne faut pas non plus focaliser si vous êtes retraité et que vous avez un bien qui est donné en location en France et une ancienne résidence fiscale. On va être clair, l'administration fiscale, elle ne viendra pas vous chercher. Mais on le voit, l'administration réfléchit et surtout dans des cas, on les voit de plus en plus être très curieux des successions réalisées en Israël d'anciens résidents fiscaux français. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est un point extrêmement pointu, mais c'est vraiment un point qui est essentiel dans l'analyse de la résidence fiscale et dans la manière que vous allez devoir traiter votre dossier. Encore une fois, Israël est quand même relativement atypique chez mes clients parce que c'est sûrement la seule destination dans le monde où je vois des clients arriver alors qu'ils sont partis en Israël depuis 2 mois, 6 mois ou 2 ans. Ça n'arrive jamais sur d'autres destinations parce qu'on se dit non, on va être protégé, il n'y a pas de sujet. Si, il y a des sujets.
il y a un certain nombre de sujets et c'est pas pour rien que ça fait maintenant quasiment 5 ans, on a la France qui a décidé de créer une nouvelle direction générale des impôts, la direction générale des impôts des non-résidents. Les non-résidents qui déclaraient, il y a encore une dizaine d'années, leurs impôts entre le mois de juillet et le mois de septembre, déclarent leurs impôts les premiers en France, au mois de mai, début mai, en même temps que les premiers résidents fiscaux français de province, les premiers départements. Donc, il y a vraiment un flash. On voit d'ailleurs, nous, qu'on a beaucoup plus de contrôle en matière d'impôt sur la fortune sur des non-résidents que sur des résidents. Et un certain nombre de questions qui viennent du centre des non-résidents. Et pour le coup, comme on intervient sur des cellules très indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire la cellule États-Unis, ce n'est pas la cellule qui gère Israël et le Proche-Orient, on voit des raisonnements très, très similaires et des activités. On sent qu'à un moment, il y a des ordres qui leur sont donnés pour aller voir tel ou tel aspect. Donc, ne laissez pas de côté cette problématique. Résidence fiscale, les autres sujets découleront de la résidence fiscale, de manière très simple.